P. Le silence était la première chose que l'on remarquait dans ma maison. Pas un silence paisible, le genre que l'on recherche après une longue journée. C'était un silence lourd, épais, qui s'accrochait aux meubles comme une fine couche de poussière. Le tic-tac de la grande horloge dans le couloir ne faisait que le sculpter, lui donner une forme, un rythme. Tic. Une seconde de moins à attendre. Tac. Une seconde de plus de déception. P. C'était mon anniversaire. Mon 70e anniversaire. P. Sur la table de la cuisine, un gâteau aux pommes et à la cannelle refroidissait sur une grille. L'odeur emplissait la pièce, une odeur de fête, de famille, de tradition que j'étais la seule à encore honorer. Je l'avais préparé le matin même, comme chaque année. C'était la recette de ma mère. Une recette que Thomas, mon fils unique, adorait quand il était enfant. Il disait que c'était l'odeur du bonheur. P. Le téléphone était posé sur le comptoir, face vers le bas. Une sentinelle silencieuse. Il n'avait pas sonné. Pas une seule fois. Pas un appel. Pas un message. P. Il était presque 19 heures. P. L'année dernière, ils avaient appelé à 20 heures. Un appel bref, précipité. Sophie, ma belle-fille, au téléphone, la voix lointaine, couverte par les cris des enfants en arrière-plan. Oh, maman, joyeux anniversaire. On est en plein dans le bain des petits, c'est la folie. On t'embrasse fort, Thomas n'avait même pas pris le combiné. J'avais entendu sa voix, distante, crier quelque chose à propos d'un match de foot. P. L'année d'avant, c'était un message. Un simple, joyeux anniv maman, envoyé à 22h30. Sans ponctuation. Sans majuscule à maman. J'avais fixé l'écran pendant une bonne minute, me demandant si l'abréviation anniv me blessait plus que l'oubli lui-même. P. Cette année, il y avait le silence. Un silence parfait, ininterrompu. P. Je me suis assise à la table de la cuisine, le gâteau encore tiède diffusant son parfum fantôme. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel virait au violet. Les lampadaires commençaient à s'allumer dans la rue, projetant des flaques de lumière orange sur le trottoir humide. Des gens rentraient chez eux. Des familles allaient se retrouver autour d'un dîner. P. J'ai pensé à toutes les excuses possibles. Ils sont débordés. Les enfants sont malades. Un imprévu au travail. Mais au fond de moi, une petite voix froide et claire disait la vérité. Ce n'était pas un oubli. C'était de l'indifférence. Oublier une fois est une erreur. 2 fois, une mauvaise habitude. 3 fois, c'est un message. P. Le message était simple. Tu n'es plus une priorité. Tu n'es même plus sur la liste. P. J'ai repensé au Noël dernier. J'avais passé 2 jours à cuisiner mes plats traditionnels, ceux que mon mari, Robert, aimait tant. Une dinde farcie, une tourtière, des gratins. Sophie m'avait appelé la veille. N'apporte rien, maman. On fait simple cette année, les enfants n'aiment pas les plats à l'ancienne. On commande des pizzas, j'avais quand même apporté ma tarte au sucre. Elle était restée sur le buffet, intacte. Personne n'y avait touché. En partant, je l'avais laissée là. Je ne voulais pas remporter mon échec à la maison. P. Le tic-tac de l'horloge semblait de plus en plus fort. Chaque seconde était un petit coup de marteau sur une enclume invisible. J'ai fermé les yeux. J'ai essayé de me souvenir de la dernière fois que je m'étais sentie vraiment vue par eux. Pas comme une baby-sitter de dépannage, pas comme un portefeuille pour les extras des petits-enfants, mais comme une personne. Une mère. Une femme. P. Le souvenir ne venait pas. Il était enfoui sous des années de petites négligences, de conversations interrompues, de visites annulées à la dernière minute. P. Je me suis levée. Mes gestes étaient lents, délibérés. J'ai pris un couteau dans le tiroir. J'ai coupé une part du gâteau. La lame a glissé à travers la chair tendre des pommes. J'ai posé la part dans une assiette en porcelaine, celle de mon service de mariage. Je me suis fait une tasse de thé noir, fort, sans sucre. P. Je me suis rassise. J'ai mangé le gâteau, lentement. Chaque bouchée était un adieu. Adieu à l'attente. Adieu à l'espoir que les choses changent. Adieu à la femme qui passait ses anniversaires à attendre un appel qui ne viendrait peut-être pas. Le goût de la cannelle était presque douloureux sur ma langue. C'était le goût de ma propre solitude,
une solitude que j'avais refusé de voir pendant si longtemps. P. Quand j'ai eu fini, j'ai rincé l'assiette et la tasse. Je les ai essuyés avec un linge propre et je les ai rangés. J'ai pris le gâteau, je l'ai enveloppé soigneusement dans du film alimentaire et je l'ai mis au réfrigérateur. Demain, j'en donnerai aux voisins. Il appréciait toujours ma pâtisserie. P. Le téléphone est resté silencieux. 20h. 21h. P à 22h, quelque chose s'est produit. Pas un bruit extérieur. Un déclic. À l'intérieur de moi. Ce n'était pas de la colère. La colère était une émotion chaude, désordonnée. Ce que je ressentais était froid. Calme. Une clarté absolue, comme un paysage après une tempête de neige. Tout était net, défini. Le chemin à suivre était soudain évident. P. J'étais la propriétaire majoritaire de Robert et Fil Imprimerie. Robert l'avait fondée. Je l'avais gérée avec lui pendant 40 ans. Après sa mort, j'avais continué, modernisant, investissant. Thomas y travaillait. Il était le « fils » du nom de l'entreprise. Il en possédait 49% des parts, un cadeau que nous lui avions fait pour ses 30 ans. Mais les 51% restants, le contrôle, la décision finale, c'était moi. Il avait toujours agi comme si l'entreprise lui appartenait déjà, comme si ma présence n'était qu'une formalité, une transition vers son règne inévitable. P. J'ai marché jusqu'à mon bureau. C'était la pièce de Robert. Son odeur était encore là, faible, un mélange de papier, d'encre et de tabac à pipe. J'ai allumé la petite lampe de bureau en laiton. Sa lumière dorée a éclairé une pile de dossiers. J'ai sorti un carnet et un stylo. P. Sur la première page, d'une écriture qui ne tremblait pas, j'ai écrit une liste. Page 1. Appelé Maître Dubois, lundi, 9h. Page 2. Contacter l'agence immobilière, vente de la maison. Page 3. Vider les coffres à la banque. Page 4. Annuler la procuration de Thomas sur mes comptes. Page 5. Regarder les vols pour Lisbonne. P. Portugal. L'idée est venue comme une évidence. Robert et moi avions toujours rêvé d'y prendre notre retraite. Nous avions même acheté une petite brochure sur l'Algarve, 20 ans plus tôt. Elle était toujours dans le tiroir du haut, sous une pile de cartes postales. La vie, la maladie de Robert, l'entreprise. Le rêve avait été mis de côté. P. Maintenant, il n'y avait plus rien pour me retenir. P. J'ai dormi cette nuit-là d'un sommeil profond, sans rêve. Pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas réveillée en pleine nuit avec une boule d'angoisse dans l'estomac. P. Le lendemain matin, le téléphone a sonné. Il était 10h30. C'était Thomas. P. J'ai regardé l'écran. Le nom s'affichait, Thomas. J'ai laissé sonner. La sonnerie a duré une éternité. Puis le silence est revenu. 1 minute plus tard, un message est apparu. Maman, on a essayé de t'appeler hier soir, mais le réseau devait être mauvais. Joyeux anniversaire en retard. J'espère que tu as passé une bonne journée. Bisous. P. Le réseau. L'excuse la plus paresseuse du XXIe siècle. J'ai lu le message 2 fois. J'ai ressenti une chose étrange. Rien. Pas de colère, pas de tristesse. Juste un vide. La confirmation que ma décision était la bonne. P. J'ai effacé le message sans répondre. P. J'ai passé le reste du dimanche à trier. Pas les objets, pas encore. Les papiers. Les documents importants. Acte de propriété, statut de l'entreprise, relevé de placement. J'ai tout mis dans une mallette en cuir que Robert utilisait pour ses rendez-vous importants. En la fermant, j'ai eu l'impression de boucler un chapitre de ma vie. P. Le lundi matin, à 9h précises, j'étais assise dans le bureau de Maître Dubois. L'odeur de cuir et de papier ciré était réconfortante. C'était un homme de mon âge, avec des yeux vifs et une écoute attentive. Il était le notaire de la famille depuis 30 ans. Il avait géré la succession de Robert. P. Je lui ai tout exposé. Comment. Sans émotion dans la voix. Je veux vendre mes parts de l'entreprise. Je veux vendre la maison. Je veux révoquer toutes les procurations et changer mon testament. Il m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a ajusté ses lunettes.
Hélène, a-t-il dit doucement. C'est une décision radicale. Êtes-vous certaine? P. Jamais je n'ai été aussi certaine de quoi que ce soit dans ma vie, ai-je répondu. P. Il a vu quelque chose dans mes yeux, je crois. Une détermination qu'il ne connaissait pas. Il a hoché la tête. Très bien. Pour l'entreprise, il y a une clause dans les statuts. En cas de vente, l'autre actionnaire, votre fils, a un droit de préemption. Il a 30 jours pour s'aligner sur l'offre d'un acheteur tiers. P. Il n'en aura pas les moyens, ai-je dit. C'était un fait. Thomas vivait au-dessus de ses moyens, comptant sur son futur héritage. P. Alors nous devons trouver un acheteur. J'ai quelques contacts dans le secteur. Il se trouve qu'un grand groupe national cherche à s'implanter dans la région. Il serait très intéressé par une imprimerie bien établie comme la vôtre. P. Faites-le, ai-je dit. Et je veux que ce soit rapide. P. Et pour la maison. P. Je veux qu'elle soit vendue en l'état. Meubles compris. Je ne prendrai que quelques effets personnels. P. Il a paru surpris, mais n'a fait aucun commentaire. Il a commencé à prendre des notes. Et le testament? Actuellement, Thomas est votre unique héritier. P. Je veux tout laisser à Léa, ai-je dit. P. Léa. Ma petite fille. La fille de Thomas et Sophie. Elle avait 19 ans. Elle était différente. Elle me voyait. Elle m'appelait juste pour savoir comment j'allais. Elle m'envoyait des photos de ses dessins, elle étudiait les arts à Paris. Elle n'oubliait jamais mon anniversaire. La veille, un petit colis était arrivé. Un livre d'art et une carte dessinée par elle. Pour ma grand-mère préférée. J'espère que tu passes une journée aussi belle que toi. Je t'aime, je ne leur en avais pas parlé. C'était mon secret. Mon petit jardin de chaleur dans leur hiver d'indifférence. P. Tout à Léa, ai-je répété. Dans une fiducie, gérée par vous, jusqu'à ses 25 ans. P. Maître Dubois a écrit. Bien, Hélène. Je m'occupe de tout. Je vais contacter le groupe d'imprimerie dès aujourd'hui. P. En sortant de son bureau, je me sentais plus légère. Le soleil brillait. Pour la première fois depuis longtemps, je l'ai vraiment senti sur ma peau. P. Je suis allée à la banque. J'ai révoqué la procuration de Thomas. La conseillère, une jeune femme efficace, n'a posé aucune question. Ensuite, je suis allée vider mon coffre. J'ai mis les quelques bijoux de ma mère et les lettres de Robert dans mon sac. P. Pendant ce temps, mon téléphone vibrait. Plusieurs appels manquaient de Thomas. Un message de Sophie. Maman, Thomas dit que tu ne réponds pas. Tout va bien? On commence à s'inquiéter. P. S'inquieter. Ce mot me paraissait absurde. Ils ne s'inquiétaient pas pour moi. Ils s'inquiétaient parce que leur routine était perturbée. Parce que la vieille dame silencieuse et prévisible sortait soudain du scénario. P. J'ai éteint le téléphone. P. Les jours suivants ont été un tourbillon d'activités méthodiques. Maître Dubois m'a appelé le mercredi. Le groupe Imprint Express était très intéressé. Une offre était déjà sur la table. Une offre généreuse, bien au-delà de ce que j'espérais. Il voulait boucler l'affaire avant la fin du mois. P. J'ai dit oui. P. La notification officielle a été envoyée à Thomas le jour même. Il avait 30 jours pour trouver une somme à 7 chiffres. Je savais que c'était impossible. P. Son premier appel après avoir reçu la lettre du notaire était différent. Pas de fausse sollicitude. De la panique purée. J'ai rallumé mon téléphone juste pour voir. 12 appels manqués en 1 heure. Puis un message vocal. J'ai hésité, puis j'ai appuyé sur play. P. Sa voix était tendue, presque méconnaissable. Maman, c'est quoi cette histoire? J'ai reçu un papier d'un avocat. Vendre l'entreprise? Mais tu es folle ou quoi? C'est l'entreprise de papa. C'est mon héritage. Rappelle-moi. Immédiatement. P. Son héritage. Pas notre travail. Pas le fruit de 40 ans de labeur. Juste quelque chose qui lui était dû. P. J'ai effacé le message vocal. Pas de réponse. Le silence était mon arme maintenant. Mon bouclier. Mon territoire. P. Le soir,
Ils sont venus. P, J'étais dans le salon, en train de trier de vieilles photos. Je savais qu'ils viendraient. J'ai entendu leur voiture se garer brusquement. Les portières claquaient. Des pas pressés sur l'allée. P, on a son. Une fois, 2 fois, puis des coups insistants à la porte. P, J'ai pris mon temps. J'ai rangé les photos dans leur boîte. J.I. Lisse Mayupe. J'ai marché lentement jusqu'à la porte. P, Quand j'ai ouvert, ils étaient là, sur le perron. Thomas, le visage rouge de colère. Sophie, derrière lui, l'air anxieux et réprobateur. P, Enfin, a aboyé Thomas. Pourquoi tu ne répondais pas? On peut savoir ce qui se passe. P, Je les ai regardés. Je ne les ai pas invités à entrer. Je suis resté sur le seuil, la main sur la poignée de la porte. P, Je ne comprends pas ta question, Thomas, ma voix était calme. Étonnamment calme. P, Ne joue pas à ça, maman. L'entreprise. Tu ne peux pas vendre l'entreprise. P, Si, je peux, ai-je répondu. J'en possède 51%. Cela me donne le droit de le faire. P, Mais, pourquoi? A demandé Sophie, sa voix plus plaintive que curieuse. Qu'est-ce qu'on t'a fait? P, Cette question. Cette absence totale de conscience. C'était presque comique. J'ai eu un léger sourire, je crois. P, Vous ne m'avez rien fait, ai-je dit. Et c'est bien ça le problème. Vous ne faites jamais rien. P, Thomas a passé une main dans ses cheveux, exaspéré. C'est à cause de ton anniversaire, c'est ça? On est désolé, on a été débordé. On allait t'appeler. C'est complètement disproportionné. P, disproportion. J'ai répété le mot, doucement. Non, je ne crois pas. Je crois que c'est parfaitement proportionné. C'était la 3e fois, Thomas. La 3e année consécutive. On dit, jamais 203. J'ai simplement compris le message. P, Mais quel message? Il n'y a pas de message. A-t-il crié. P, Le silence est un message, ai-je dit. Je l'ai enfin appris. Maintenant, c'est mon tour de l'utiliser. P, J'ai commencé à refermer la porte. lentaiment. P, Thomas a mis un pied pour la bloquer. attends. On ne peut pas discuter de ça comme des adultes? Tu es en train de détruire l'héritage de cette famille. P, L'héritage de cette famille, ai-je murmuré, c'était l'amour et le respect. L'entreprise n'en était que le produit. Vous avez laissé le premier se tarir. Alors le second n'a plus aucune importance pour moi. P, J'ai regardé mon fils dans les yeux. Pour la première fois, il ne voyait pas sa mère, la figure douce et accommodante. Il voyait une étrangère. Une femme qui avait pris une décision. P, J'ai pris ma retraite, Thomas. L'affaire est conclue. Vous aviez 30 jours. Je vous suggère de commencer à chercher des investisseurs. P, J'ai fermé la porte. J'ai tourné le verrou. Le clic a résonné dans le couloir silencieux. P, De l'autre côté, j'ai entendu des cris de colère, puis des supplications, puis le son de leurs pas qui s'éloignaient. P, Je ne me sentais ni triomphante, ni heureuse. Je me sentais En paix. Comme si un poids énorme que je portais depuis des années venait d'être soulevé de mes épaules. P, J'ai passé les semaines suivantes à préparer mon départ. L'agent immobilier a trouvé un acheteur pour la maison en moins de 10 jours. Un jeune couple avec des enfants. Ils aimaient le grand jardin. J'étais contente. La maison avait besoin de rire d'enfants à nouveau. P, J'ai fait mes valises. 3 en tout. Des vêtements. Des livres. La boîte de photos. Les lettres de Robert. La petite brochure sur l'Algarve. C'est tout ce que je prenais de ma vie d'avant. P, Pendant ce temps, la date butoir pour Thomas approchait. Il ne m'a plus appelé. Je savais par Maître Dubois qu'il se débattait, essayant d'obtenir un prêt, mais ses finances personnelles étaient un désastre. Il n'a pas réussi. P, Le jour de la signature finale est arrivé. J'étais dans le bureau de Maître Dubois, avec les représentants d'Emprunt Express. Thomas était là. Il n'a pas levé les yeux vers moi. Il était pâle, défait.
Il a signé les documents que le notaire lui tendait, d'un geste mécanique. P. Quand tout a été fini, le directeur d'Emprunt Express m'a serré la main chaleureusement. Madame, nous sommes ravis. Nous espérons être à la hauteur de l'héritage que vous et votre mari avez bâti. P. L'héritage. Ce mot encore. P. En sortant, Thomas était dans le couloir, m'attendant. P. Je ne te le pardonnerai jamais, a-t-il dit, la voix basse et pleine de venin. P. Je ne t'ai pas demandé ton pardon, ai-je répondu. Je t'ai demandé du respect. C'est différent. P. Je suis parti sans un regard en arrière. P. La seule personne à qui j'ai dit au revoir fut Léa. Je l'ai appelée par vidéo une semaine avant mon départ. P. Grand-mère. Où es-tu? Il y a des cartons partout. P. Je lui ai tout expliqué. La vente. La maison. Le départ pour le Portugal. Je n'ai pas mentionné son père, ni l'anniversaire. Je lui ai juste dit que j'avais besoin de changement, de soleil. P. Elle a écouté, ses grands yeux sérieux fixés sur l'écran. Elle n'a pas semblé surprise. P. Tu as raison, grand-mère, a-t-elle dit finalement. Tu le mérites. Tu as passé ta vie à t'occuper des autres. Il est temps que tu t'occupes de toi. P. Des larmes me sont montées aux yeux. La simple validation dans sa voix était plus précieuse que tout l'or du monde. P. Je t'ai laissé quelque chose, lui ai-je dit. Maître Dubois te contactera quand tu auras 25 ans. Fais en bon usage. Voyage. Étudie. Sois libre. P. Grand-mère, non, a-t-elle commencé. P. C'est ma décision, ma chérie. Et elle me rend heureuse. P. Nous avons parlé encore 1 heure. De ses cours, de ses rêves. C'était la conversation la plus facile et la plus naturelle que j'avais eue depuis des années. P. Le jour du départ, un taxi est venu me chercher. En regardant la maison pour la dernière fois, je n'ai ressenti aucune tristesse. C'était une coquille vide, pleine de fantômes. Ma vie était devant moi, dans 3 valises. P. L'avion a décollé. À travers le hublot, j'ai regardé les nuages. Je me sentais comme une plume, enfin libérée du poids du sol. P. J'ai trouvé un petit appartement à Lagos, avec un balcon qui donnait sur la mer. Le son des vagues a remplacé le tic-tac de la grande horloge. Le parfum du sel et des bougainvilliers a remplacé l'odeur de la poussière et des regrets. P. Ma vie est devenue simple. Le matin, je marche sur la plage. L'après-midi, je lis sur mon balcon. Je prends des cours de portugais. Je me suis fait des amis, d'autres femmes de mon âge, venues du monde entier, chacune avec son histoire. On ne parle pas beaucoup du passé. On parle du présent. Des bons restaurants. Des livres qu'on lit. De la beauté du coucher de soleil sur l'océan. P. J'ai un nouveau téléphone, avec un numéro portugais. Seules 2 personnes l'ont, Léa et Maître Dubois. P. Léa m'appelle toutes les semaines. Elle me raconte sa vie à Paris. Elle prévoit de venir me voir pendant les vacances. P. Parfois, je pense à Thomas et Sophie. Je ne ressens ni haine ni colère. Juste une sorte de pitié lointaine. Ils sont prisonniers de leur propre superficialité, de leur course effrénée vers un bonheur matériel qui leur échappera toujours. Ils avaient un trésor, l'amour inconditionnel d'une mère, et ils l'ont laissé s'échapper entre leurs doigts, comme du sable fin. Puis il y a quelques semaines, une lettre est arrivée, transférée par Maître Dubois. L'écriture de Thomas. Je l'ai reconnue immédiatement. P. Je l'ai posée sur la table de mon salon. Elle est restée là pendant 3 jours. P. Finalement, ce matin, je l'ai ouverte. P. C'était une longue lettre. Pleine de reproches au début. Comment j'avais détruit sa vie, son avenir. Puis, le ton changeait. Il parlait de son enfance. Des gâteaux aux pommes. Des histoires que je lui lisais. Et à la fin, il y avait cette phrase. Tu me manques. Je suis désolée. P. J'ai lu la lettre. Je l'ai repliée soigneusement. Je l'ai mise dans un tiroir avec les lettres de Robert. P. Peut-être qu'un jour, je lui répondrai. Ou peut-être pas. P. Pour l'instant, le soleil se couche sur l'océan. Les vagues murmurent sur le sable.
Mon thé infuse sur la table. P. Et pour la première fois de ma vie, je n'attends rien. Je suis simplement là. Et c'est suffisant. C'est tout. P. Les premiers mois au Portugal ont été une redécouverte. Non pas du monde, mais de moi-même. J'ai réalisé que pendant des décennies, ma personnalité s'était définie par mes rôles: épouse, mère, grand-mère, chef d'entreprise. Hélène avait disparu quelque part en cours de route, ensevelie sous les attentes des autres et mes propres obligations. Ici, je n'étais personne. Juste une dame étrangère avec un accent charmant, qui achetait son pain tous les matins à la même padaria. Cet anonymat était une libération. Personne n'attendait rien de moi. Je pouvais passer une journée entière à lire sans me sentir coupable de ne pas faire quelque chose. Je pouvais déjeuner à 15 heures si j'en avais envie. P. J'ai commencé à tenir un journal. Pas pour raconter des événements, mais pour noter des sensations. La douceur d'une figue fraîchement cueillie. La couleur de la mer à l'aube, un mélange d'opale et d'argent. Le son d'un fado qui s'échappe d'une fenêtre ouverte le soir. Ce journal est devenu le miroir de ma nouvelle vie intérieure, une vie riche de petites choses. P. J'ai recommencé à peindre. C'était une passion de jeunesse, abandonnée pour des raisons plus sérieuses. J'ai acheté des aquarelles et un carnet de croquis. Je m'installais sur les falaises de Ponta da Piedade et j'essayais de capturer la lumière. Mes premières tentatives étaient maladroites, hésitantes. Mais je n'avais personne à impressionner. Je peignais pour le plaisir du geste, pour le bonheur de voir les couleurs se mélanger sur le papier humide. P. Mes nouvelles amies formaient un groupe hétéroclite. Il y avait Ingrid, une Suédoise grande et franche qui avait été infirmière de guerre. Il y avait Maria, une Lisboète qui avait tenu un restaurant toute sa vie et qui connaissait toutes les histoires du quartier. Et il y avait Eleanor, une Anglaise discrète qui cultivait un jardin extraordinaire. Nos conversations étaient un baume. Nous partagions une sagesse née de l'expérience, une compréhension tacite des joies et des peines de la vie. Elles ne m'ont jamais posé de questions sur les raisons de ma venue. Elles ont simplement accepté la femme que j'étais, assise à leur table. Un jour, Ingrid m'a dit, en regardant l'océan, le plus grand courage, ce n'est pas de se battre. C'est de lâcher prise, ces mots ont résonné en moi. J'avais passé des années à me battre pour une reconnaissance qui ne viendrait jamais. Le véritable pouvoir avait été de lâcher prise, de cesser de me battre pour leur amour. P. La lettre de Thomas est restée dans le tiroir. Je n'y pensais pas tous les jours. Mais parfois, son souvenir flottait à la surface. Le « je suis désolé » final. Était-ce un vrai regret, ou le regret de ce qu'il avait perdu? Je ne savais pas. Et j'ai réalisé que la réponse n'avait plus d'importance. Mon bien-être ne dépendait plus de sa capacité à comprendre. P. Léa est venue me rendre visite en été. Ce furent 2 semaines de pur bonheur. Nous avons exploré les criques cachées, nous avons mangé des sardines grillées sur le port, nous avons ri. Elle m'a regardé peindre, assise en silence à côté de moi. Un soir, sur le balcon, elle m'a posé la question que je redoutais et attendais à la fois. P. Grand-mère, pourquoi tu n'as jamais rien dit? Pendant toutes ces années. P. J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. P. Parce que j'espérais. On espère toujours que les gens qu'on aime vont changer, qu'ils vont finir par nous voir. C'est un espoir tenace. Et puis, on a peur. Peur de la solitude. Peur de faire des vagues. On se dit que c'est plus simple d'accepter, d'endurer. On se rétrécit petit à petit pour ne pas déranger, jusqu'à ce qu'on devienne presque invisible. P. Tu n'as jamais été invisible pour moi, a-t-elle dit doucement. P. Je sais, ma chérie. Et c'est toi qui m'as donné la force, sans même le savoir. Tu étais la preuve que l'amour authentique existait encore dans ma vie. P. Le jour de son départ, à l'aéroport de Faro, elle m'a serré fort dans ses bras. Promets-moi de continuer à être heureuse, grand-mère. P. Je te le promets, ai-je répondu. Et c'était une promesse facile à tenir. P. La vie a continué, rythmée par les marées. J'ai vendu quelques-unes de mes aquarelles dans une petite galerie locale. L'argent n'avait pas d'importance, mais le fait que quelqu'un veuille accrocher ma vision du monde sur son mur m'a procuré une joie simple et profonde. P. J'ai reçu une autre lettre de Thomas, 6 mois après la première. Plus courte. Moins de reproches.
Il disait qu'il avait perdu son emploi chez Emprunt Express. Les nouveaux propriétaires avaient leur propre équipe de direction. Sophie et lui avaient dû vendre leur grande maison. Il vivait maintenant dans un appartement plus petit. Il disait que c'était dur. La lettre se terminait par une question: « Comment vas-tu » P, Cette fois, j'ai répondu. P, J'ai pris une feuille de papier à lettres, et j'ai écrit, d'une main ferme. P, Cher Thomas, je vais bien. Je suis heureuse. J'espère que toi aussi, tu trouveras un jour le chemin du bonheur. Helene. P, Je n'ai pas signé « maman ». C'était un choix délibéré. Le rôle de maman, tel qu'il le concevait, était terminé. Je suis Hélène maintenant. Une personne à part entière. P, Je ne sais pas ce qu'il a pensé de ma réponse. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Et c'est très bien comme ça. La porte n'est pas fermée à clé, mais je ne suis plus la gardienne qui attend sur le seuil. C'est à lui de trouver la clé, s'il le souhaite vraiment. Une clé faite de compréhension sincère et de respect. P, Mon 71e anniversaire est arrivé. P, Je me suis réveillée avec le soleil. Je suis allée nager dans la mer, l'eau était fraîche et vivifiante. J'ai pris mon petit déjeuner sur mon balcon, une part de pastel de nata et un café fort. P à 10 heures, mon téléphone a sonné. C'était Léa, en vidéo. Elle m'a chanté « Joyeux anniversaire » avec ses amis, un grand gâteau plein de bougies devant eux. Nous avons ri et parlé pendant 1 heure. P, Plus tard dans la journée, mes amies, Ingrid, Maria et Eleanor, sont venues. Elles avaient apporté un gâteau à l'orange et une bouteille de vino verde. Nous nous sommes assises sur le balcon, nous avons bu du vin, mangé du gâteau, et regardé le soleil descendre dans l'océan, peignant le ciel de couleurs flamboyantes. P. Il n'y a pas eu d'attente. Il n'y a pas eu de silence lourd. Il n'y a eu que la chaleur de l'amitié, le son des rires, et la beauté simple d'un jour qui se termine. P, Ce soir-là, en écrivant dans mon journal, j'ai noté. P, On passe une grande partie de sa vie à construire une famille, en pensant que c'est un refuge. Parfois, on découvre que les murs que l'on a bâtis sont devenus une prison. Le plus grand acte d'amour envers soi-même est alors de trouver le courage de sortir et de construire une nouvelle maison, même si elle est plus petite, sous un ciel différent. Une maison dont les fenêtres sont grandes ouvertes sur la mer. P, Le silence dans mon appartement portugais est un silence paisible. Il n'est pas vide. Il est rempli du murmure des vagues, du souvenir des rires, et de la promesse tranquille d'un lendemain choisi. Et c'est un très beau son.